Donc bonsoir à tous. Et pour ceux que je connais pas, moi c'est Guillaume. Du coup, je bosse au blog des urgences depuis 5 ans maintenant et j'ai décidé de vous parler de traumas pelviens graves. Pourquoi? Parce que c'est des traumatisés qui sont pas forcément les plus fréquents et on va le voir, qui font peut-être partie des plus graves. Le plan assez classique, deux trois diapos d'intro, puis on va s'intéresser à ce que font nos collègues en préhospitalier. Puis le cœur du topo, ce sera qu'est-ce que nous on doit faire à l'hôpital et enfin quel message on garde de ce topo. Un peu d'anatomie. Bon, le bassin, jusque-là, ça devrait aller. C'est ce qui fait le lien entre notre colonne vertébrale et nos deux jambes. C'est constitué de trois os, le sacrum en arrière, les deux os iliaques, pardon, avec les articulations sacro-iliaques en arrière, la symphyse pubienne en avant. Et tout ça avec une structure ligamentaire très solide. Donc ça explique une des premières caractéristiques du trauma de bassin. Un bassin, c'est solide. Donc si on a un traumatisé du bassin, par définition, on a un traumatisé à haute cinétique. Voilà, ça a son importance dans la suite. Il y a aussi pas mal d'organes contenus. Le bassin protège du tube digestif, les voies urinaires, les organes génitaux, et surtout une vascularisation abondante à destination des membres inférieurs. Et en bas à droite, je vous ai remis une diapo du rétropéritoine, parce que quand tout ça saigne dans le rétropéritoine. Donc le rétropéritoine, comme son nom l'indique, c'est ce qui est derrière le péritoine, de tout en bas, enfin, de la vessie jusqu'au diaphragme globalement, avec les reins, les gros vaisseaux, le duodénum, le pancréas, les psoas. Voilà, c'est un espace qui est un peu nébuleux, je trouve, quand on commence, le rétropéritoine, mais ça correspond à ça. Un peu d'épidémiologie, les fractures de bassin, c'est 5% de la traumatologie générale. En trauma center de niveau 1, c'est 10% de nos patients qui vont avoir une atteinte du bassin. Donc c'est pas si fréquent. Hein. Max disait qu'on fait à peu près 200, 250 traumas SAMU, enfin, admission SAMU pour trauma par an, ça fait 25 ans. Ça fait un toutes les 2 semaines. Là, quand on s'intéresse d'un peu plus près à la mortalité de ces gens-là. Il y a un énorme travail qui avait été fait, qui date un peu de 2007, au Royaume-Uni. Ils avaient pris tous les traumatisés qui entraient dans 106 trauma centers, et avec un recueil de plein d'infos de manière prospective. Et ils ont créé deux groupes. Un groupe de 11 000 traumatisés avec une atteinte de bassin, et un groupe de 133 000 traumatisés sans atteinte de bassin. Et on voyait que ces traumatisés avec une atteinte de bassin, on revient à la haute cinétique, ils vont plus souvent être graves, avec un ISS supérieur à 15 pardon. Ils vont plus souvent avoir d'autres lésions associées graves, un thorax, un crâne grave, un abdomen grave, et ils vont forcément, ça va avec, avoir une mortalité plus importante dans cette étude-là. Les traumatisés avec atteinte de bassin, 15% de mortalité versus 5-6% quand il n'y a pas d'atteinte de bassin. C'est cette mortalité importante qui a motivé la SFAR en 2019 à éditer des recos avec la Société française de médecine d'urgence. Et en intro, la SFAR nous rappelle que c'est bien ça, 8 à 15% de mortalité en 2019 aussi, et que cette mortalité est due aux lésions hémorragiques pelviennes, donc qui saignent en arrière dans la rétropéritoine, mais aussi à toutes les lésions traumatiques associées, je le répète, dû au fait qu'un bassin, c'est un traumatisme à haute cinétique le plus souvent. Le préhospitalier maintenant, donc on va parler un peu de clinique, de l'évaluation de la gravité, de l'orientation pour faire plaisir à Max, et après on passera à l'hospitalier. Donc la clinique, est-ce que l'examen clinique est performant dans le bassin? Le ressenti clinique, je pense que pour tous, on a plutôt l'impression que non, mais il n'y a pas vraiment de littérature de bonne qualité sur le sujet, c'est-à-dire de littérature qui s'intéresse aux performances diagnostiques de l'examen clinique dans le traumatisme de bassin. Hein. On imagine bien que tout le monde n'a pas envie de faire sa thèse là-dessus. Et en réalité, il y a une méta-analyse qui a repris ces études un peu hétérogènes et qui trouve plutôt l'inverse de ce qu'on penserait. C'est sur 5000 patients, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est aux États-Unis. Ils prennent 5000 patients et ils trouvent que 3 faux négatifs sur 441 fractures. Mais en fait, quand on regarde un peu plus près, c'était toutes les études incluses dans le protocole, c'était que des patients. Et si les patients avaient des troubles de conscience, ils étaient exclus. Donc c'était pas mal du traumatisme de bassin isolé. Donc la SFAR se sert de ça pour nous dire qu'on doit penser à un traumatisme de bassin. Si on a un patient qui est communicant et qui peut nous dire j'ai mal au bassin, sans forcément le manipuler, ou dès qu'on a un patient traumatisé inconscient ou un patient traumatisé choqué, il est suspect de bassin jusqu'à ce qu'il ait une imagerie qui prouve le contraire. Donc, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma de bassin grave maintenant? Un trauma de bassin grave, c'est tout simplement un trauma de bassin qui présente des facteurs qui présentent des éléments qui sont associés à une mortalité plus élevée.
C'est ce qui était retrouvé donc dans la cohorte anglaise dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi dans des études américaines ou en Asie. Et tout le monde retrouve à peu près la même chose. Ce qui va faire la mortalité d'un bassin, c'est d'avoir des lésions traumatiques graves associées. Donc, un traumatisme de bassin qui a en plus un trauma crâne grave, un trauma abdominal sévère, un trauma thoracique sévère, ou qui a un choc hémorragique, ou qui a un trauma de bassin ouvert. Et l'orientation de ces patients-là, un trauma de bassin grave, donc soit parce qu'il est ouvert, soit parce qu'il a un choc hémorragique, soit parce qu'il a une autre atteinte traumatique grave, il n'y a pas de doute, c'est trauma center de niveau 1. Pourquoi? Max l'a évoqué, il y a de la littérature qui dit qu'un traumatisé est mieux pris en charge en trauma center qu'en non trauma center. C'est ce qu'on vient d'évoquer pendant 10 minutes, hein, l'expérience, les protocoles, la filière dédiée. C'est un travail qui avait été fait en 2006, toujours au Royaume-Uni. Les bâtonnets rouges, c'est quand on est pris en centre non traumatisé. Les bâtonnets bleus, c'est quand on est pris en charge en centre traumatisé. Et ça permet, quand on va en trauma center, de diminuer la mortalité de 20%. Et ce, probablement d'autant plus qu'on est grave. Les bassins, c'est des patients qui sont traumatisés plus graves. Si on veut le même genre de littérature, mais avec un focus plus sur la France et plus sur les bassins, Max vous parlait du traîneau tout à l'heure, c'est un travail du réseau du traîneau par Bouza, qui est le chef de service de l'anesthésie réa à Grenoble. Donc traîneau, je répète, c'est un des premiers réseaux de traumatologie en France. C'est le réseau de traumatologie nord-alpin. Et en gros, ils ont étudié l'impact de la mise en place au sein de leur réseau d'un protocole de régulation pour les bassins, que je vous ai mis là. Et simplement en mettant en place ce protocole, ils avaient une mortalité chez les patients atteints de bassin qui arrivaient dans le trauma center de niveau 1 qui s'effondrait par rapport à la mortalité prédite. C'est-à-dire qu'en fonction de l'ISS et d'autres facteurs, ils pouvaient calculer une mortalité prédite, et grâce à cet algorithme, leur mortalité était bien inférieure à la mortalité prédite. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça, c'était observé, alors même que, ça revient un peu à ce que disait Max, que les délais étaient plus longs que les patients qui étaient transférés en centre de niveau 2. Donc, on a vu que la clinique, c'est pas forcément très pertinent. Qu'est-ce qu'un bassin grave? Ce bassin grave, il doit aller en trauma center de niveau 1. Et un autre élément clé de la prise en charge préhospitalière, ça vous le connaissez, c'est la ceinture pelvienne. Ça nous semble évident, mais en fait, la littérature est de très faible qualité. La ceinture pelvienne, ça marche sur quoi? Les bassins, c'est 80% du temps, ça va être du saignement veineux, 20% du temps, ça va être du saignement artériel. Bon, en pratique, c'est des mécanismes combinés, mais on retrouve un saignement artériel avec une extravasation à l'artériau que chez 20% des bassins. Et donc, la ceinture pelvienne, ça va jouer surtout sur le saignement veineux, ça va refermer les foyers de fracture. Et ça va permettre de faire de la pression tout simplement sur un saignement veineux qui est plus facile à comprimer qu'un saignement artériel. C'est un très faible niveau de preuve. Les études, c'est soit des études sur volontaire sain, soit plus glauques, des études sur cadavres à qui on fait un trauma de bassin et puis on voit en mettant une ceinture où est-ce qu'il faut la mettre pour refermer le bassin. Bon, bref. Donc je vous épargne cette littérature. Mais ce qui en ressort, c'est qu'une ceinture pelvienne, et ça, un peu de sas du BU et vous verrez que c'est pas souvent respecté, elle doit être à hauteur des grands trochantères pour être efficace. Est-ce que ça marche bien, à part sur les cadavres ou sur les volontaires sains? Ça, c'est une étude qui avait été faite, je crois que c'est à Taïwan, un énorme trauma center qui accueille notamment pas mal de patients qui sont transférés secondairement. Et regardez, si je fais un transfert secondaire d'un patient suspect de bassin et que je lui mets une ceinture avant, est-ce que c'est mieux? Et oui, c'est les patients chez qui il y avait une épargne transfusionnelle, une durée de séjour en soins intensifs qui était plus court et une durée d'hospitalisation au total qui était plus courte. Ça confirme que la ceinture pelvienne a un rôle clé en préhospitalier. La prise en charge à l'hôpital maintenant. Donc on va se voir comment déterminer l'origine du saignement quand on n'est pas dans une conférence de consensus, mais dans la réalité. L'intérêt des examens qu'on fait toujours, la radio, la FAST, le scanner, les particularités des voies urinaires chez le patient qui a un trauma de bassin, et enfin les différents gestes d'hémostase, avec la place en particulier de l'artériole. L'origine du saignement d'abord. Donc on a dit, suspecter un trauma de bassin si on a une douleur spontanée du pelvis, ou un patient inconscient, ou un patient choqué. Bon, ça c'est dans les recos. En pratique, ça fait beaucoup de monde. Et la vraie vie, c'est plutôt ça. Hein. C'est plutôt, vous êtes appelé parce que le SAMU est arrivé, puis vous vous retrouvez en salle 19 à 2h du matin, et devant vous, il y a un choc hémorragique, c'est daté, donc loupé pour la douleur spontanée. Début de choc hémorragique, est-ce qu'il est choc stabilisé, est-ce qu'il est vraiment instable? Bon, à vous de voir. Et le SAMU lui a mis une ceinture pelvienne. Vous, il est 2h15, vous ressemblez à ça, et vous vous demandez, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le bassin qui saigne? Est-ce que c'est autre chose? Et comment je dois guider la prise en charge?
Déjà, est-ce qu'on peut s'aider de la radio? Donc la radio, c'est dans tous les topos, c'est un peu imbitable, mais ça permet de définir ce qui est un bassin instable et ce qui ne l'est pas radiologiquement. Il y a plusieurs classifications. Là, je vous ai mis la classification de Yule et Burgess. Bref, qui définit les trois mécanismes d'atteinte du bassin, soit la compression antéro-postérieure, soit la compression latérale, soit le cisaillement vertical. Et après, grade 1, 2, 3, plus on avance dans les grades, plus on est grave. Globalement, ce qui est considéré comme instable, c'est les grades 2, 3 pour les compressions antéro-postérieures ou pour les compressions latérales, ou le cisaillement vertical qui s'appelle le vertical shear dans la littérature. Et ça, c'est corrélé, ces formes-là sont corrélées avec plus de transfusion. Donc ça semble être intéressant de faire une radio de bassin pour savoir si le saignement vient de là. En pratique, on ne vous demande pas de savoir si c'est une AP3 sur la pauvre radio de bassin qu'on va vous faire en salle 19 sur le scoop. Hein. L'idée, c'est déjà de savoir repérer un open book sur une radio, de savoir repérer une disjonction sacro-iliaque, et pas oublier, on est dans un trauma center, une des plus-values, c'est qu'il y a du monde. Vous pouvez passer un coup de fil au radiologue ou à l'interne d'ortho. Arthur va dire plutôt à l'interne d'ortho, je pense. Et pour avoir son avis, lui dire j'ai un malade qui saigne, est-ce que ça pour toi c'est un bassin instable? Donc la radio de bassin, ça peut nous être utile. Est-ce que ça prédit bien l'artériopositive? Est-ce que ça prédit bien le malade qui a un saignement artériel actif, qui est par définition le bassin grave? Ça, c'est un travail qui avait été fait à Los Angeles. Il prenait 600 fractures pelviennes, donc 600 traumatismes amenés avec l'étiquette trauma de bassin, et il leur faisait des artériaux. Sur les 600, il y en avait 137 qui avaient des artériaux. Ils avaient leur protocole à eux. Ils faisaient une artério quand il était hypotendu, quand il y avait certains critères radiologiques. Et dans les facteurs associés à une artério positive, ils retrouvaient la disjonction sacro-iliaque. Donc, ce n'est pas forcément les classifications, mais on voit qu'un bassin stable, ça a l'air de prédire une plus grande transfusion et probablement une artério positive. Donc, la radio peut nous guider pour savoir si il saigne entre autres du bassin. La FAST, il y a très peu de topos spécifiques du bassin sur la FAST, parce qu'en fait, c'est un peu, on s'en sert un peu en négatif, quoi. Ce qui va nous intéresser, c'est soit de voir des lésions associées à la FAST, soit de voir que notre maladie saigne, et puis qu'il n'y a rien à la FAST, donc bah, peut-être focus sur le bassin. Il y a de la littérature, et ça a l'air de marcher, de mesure de la symphyse pubienne avec l'échographie pour voir s'il y a une disjonction de symphyse pubienne. J'ai jamais vu personne faire ça. Donc sinon, il n'y a pas de littérature spécifique de la face dans le bassin, mais elle va nous être utile. Parce que je vous l'ai dit, il y a plein de lésions associées, et ça, c'est un travail, ça répond peut-être un peu à la question de la convergence au scanner que posait Thomas tout à l'heure. Quand il a commencé à avoir des scanners partout, les gens se sont posé la question, bah, est-ce que je continue à faire mes radios de bassin, radios de thorax et fast écho, qui est en gros l'arsenal d'imagerie qu'on a dans notre fameuse salle 19, 20, 21. Et c'est un papier qui avait été publié par l'équipe de la Pitié et qui est repris par cette propos de la SFA. Il prenait 400 traumas sévères et regardait les décisions urgentes. Dans les décisions urgentes, il mettait la paro ou brin thoracique ou thoracotomie et l'artériopelvienne. Et après, c'était jugé par un panel d'experts. Forcément, c'est limite, mais c'est un peu comme la mort évitable, il n'y a pas trop de façon de faire autrement. Et il disait si ces décisions étaient appropriées ou non. C'est une diapo qui est là pour nous rassurer un peu. Dans 98% des cas, ça permettait d'avoir des décisions appropriées. Donc en fait, il faut faire la FAST comme il faut faire la radio, parce qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas juste sur un bassin. C'est un traumatisé de manière générale, et c'est ce qui participe à la décision. L'origine du saignement, du coup, on a toujours notre bonhomme. Du coup, ce qu'on peut dire de ces 2-3 diapos qu'on vient de passer, c'est que si on a un bassin instable à la radio, soit avec une disjonction sacro-iliaque, soit avec un open book, soit, si on veut faire le malin en regardant la classification, avec une face négative et une radio de thorax normale, la SFAR dit qu'il y a une forte probabilité que l'artério sera positif. Que l'artério soit positif, pardon. Malgré ça, l'examen de référence reste le scanner. Donc l'idée, c'est d'amener le patient au scanner pour rechercher le saignement actif qui va servir au radiologue, mais aussi pour faire un bilan lésionnel complet, chercher les lésions traumatiques associées, donc un thorax, un abdomen, chercher aussi les lésions de tous les organes contenus, digestifs, urologiques. Et cette diapo, l'intérêt, c'est aussi de voir que c'est un très bon examen, mais c'est pas parfait. Alors c'est un peu vieux, c'est 2016 et c'est sur 8 ans, donc il y a des scanners de 2008 dedans, je pense que le scanner a progressé. Mais on voit que les performances diagnostiques sont bonnes, avec une sensibilité de 94% et une spécificité de 77%, mais elles ne sont pas parfaites. Et elles s'améliorent quand on passe, au lieu de faire un scanner portal seul, on fait un scanner avec 3 temps,
un temps artériel, un temps portal et un temps tardif, c'est ce qui est fait ici. Ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on a un scanner qui ne retrouve pas d'extraction de produit de contraste que l'artério ne retrouvera pas d'extraction de produit de contraste. Et ce scanner, on le fait avec la ceinture, on le fait sans la ceinture. Ça avait été le sujet d'un vif débat lors d'un sonar il y a 1 ou 2 ans. Pourquoi? Parce que nous, on a moyennement envie, Max parlait du confort des mesures de réanimation scanner. Nous, on a l'impression que parfois, quand on enlève la ceinture ou quand elle est mal mise, soit elle est mal mise, le malade va mal, on la remet bien, on a l'impression que ça nous aide un peu, soit elle est mise, on l'enlève, et on a l'impression qu'en 5-10 minutes, ça peut quand même nous poser des problèmes. Et eux, les orthos, ils voient pas ça. Les orthos, ils se disent, ça se trouve, dans 2 heures, il va me demander de mettre un clan de gants ou de mettre un fixateur antérieur. Je serais quand même content d'avoir vraiment la radio, d'avoir le scanner sans ceinture pour me prononcer sur ce geste. Et puis ce malade, dans 10 jours, je vais devoir lui faire une fixation complexe. Il me faut un scan de bassin précis sur sa fracture. Et puis là où ils n'ont pas tort, c'est que c'est des malades qui sont compliqués à transporter et c'est des examens qui sont quand même irradieux. Bon, il n'y a évidemment pas de littérature sur le sujet. Ce qu'on avait statué politiquement, c'est qu'un patient qui est stable hémodynamiquement, on peut tenter de scanner sans ceinture, mais le retrait de la ceinture se fait au BU et pas au scanner. Et un patient qui est instable, alors ça c'est toujours pareil, hein, à vous de juger ce qui est stable, ce qui est instable, que selon votre expérience et votre, je sais pas comment dire, mais bref. S'il est instable, on fait le scanner avec la ceinture. Petite parenthèse sur les voies urinaires, il y a souvent des atteintes des voies urinaires, 3% de lésions vésicales, 80% de lésions de l'urètre postérieur. Ce qui me fait penser, j'en ai pas parlé dans la FAST, mais des pièges à connaître dans la FAST écho du bassin, c'est qu'on peut avoir une suffusion d'ensaignement du rétropéritoine vers le péritoine et voir un peu de sang dans le Douglas sans pour autant qu'il y ait du saignement intra-abdos. Et l'autre chose, c'est qu'on peut avoir aussi du liquide dans le Douglas qui découle d'une rupture péritonéale de la vessie. Pardon, je reviens là. Donc les voies urinaires. En gros, les lésions de l'arbre urinaire sur un trauma de bassin, c'est fréquent. Le scanner en voit beaucoup, mais ne les voit pas toutes. Il peut y avoir un intérêt en urgence à opacifier les voies urinaires pour le scanner. En pratique, un traumatisé qui est admis au BU, il n'y a pas de sondage urinaire avant le scanner. Et une fois que vous avez le scanner, s'il y a vraiment des fractures du bassin, avis auprès des urologues pour savoir si c'est catéchisme bien ou sont décimales. Le geste d'hémostase maintenant. Donc le bassin, on l'a vu, c'est deux types de saignements, souvent des mécanismes combinés. Un saignement artériel dans 20% des cas. Et ça, le traitement, c'est l'embolisation. David ici présent, surtout la nuit. Et le saignement veineux, plutôt 80%. Et là, ce qui marche, c'est la contention externe. La contention externe, on a vu la ceinture, il y a d'autres stratégies, mais la ceinture, ça marche très bien. Et l'ASFAR nous dit que ce geste d'hémostase, donc soit l'embolisation à l'artério, soit la contention externe par ceinture ou par les fixateurs, si vous avez envie et que l'orthopédiste est motivé, ça doit être proposé dans l'heure post-admission. L'heure post-admission, c'est hyper court. Hein. L'objectif pour un polytro, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est de partir au scanner dans les 30 minutes. Donc qu'il ait son scanner puis l'artério sous l'heure, ça paraît un peu utopique. Pourquoi l'ASFAR se mouille sur un délai comme ça? Tout simplement parce qu'il y a de la littérature qui montre qu'il y a une vraie explosion de la mortalité après 1 heure. L'artério a lieu après 1 heure. C'est un travail qui a été fait dans un trauma center de niveau 1 au Japon. C'est un travail rétrospectif sur 140 traumas de bassin. Il y en a 68 qui sont embolisés. Et quand on regarde les 24 patients instables, hémodynamiquement à l'admission, il y a une mortalité qui est de 50% et qui est de 16% quand ils ont l'artério dans la première heure et 64% quand ils ont l'artério après la première heure. Voilà. Évidemment en pondérant sur les autres facteurs de gravité. Le délai donc, est associé indépendamment à la mortalité. Il faut essayer de ne pas dépasser 1 heure. Bon, je pense qu'1 heure, c'est très exigeant hein, d'avoir l'artério dans l'heure. Mais il faut garder en tête qu'il ne faut pas perdre de temps. Quoi. Aussi bien que la thoraco ou le drain pleural, ça va être la thérapie de sauvetage pour le trauma thoracique. Pour le trauma de bassin, bien souvent, c'est l'artério et il faut essayer de l'avoir le plus vite possible. Et cette artério, elle peut être faite de 2 façons. Soit vous avez une cible qui a été repérée au scanner et ils y vont et ils embolisent là où ça saigne.
soit ils peuvent faire de l'artério non sélective. C'est rappelé, très bien codifié par les recos de la SFAR où il y avait des radiologues aussi. Et donc, l'embolisation non sélective, il faut pouvoir la proposer quand il y a un échec de l'embolisation sélective, ou si le patient est instable, ou s'il y a plusieurs cibles, et qu'on ne va pas aller emboliser chaque cible. Le packing prépelvien de sauvetage. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup moins fréquent. Quand est-ce qu'on fait un packing prépelvien de sauvetage? Donc, le concept, déjà, c'est incision sous-ombilicale, et ils vont aller mettre des compresses un peu partout, dans des endroits clés. Ça demande des chirurgiens expérimentés, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, j'ai passé un coup de fil à un chirurgien digestif tout à l'heure, parce que moi, j'en ai pas vu, c'est rare, hein. Et j'en ai demandé un une fois sur un bassin, et le chir, qui était un chir d'ici expérimenté, m'a répondu, je sais pas faire. Je sais pas de quoi tu me parles. Et donc l'idée, c'est pas d'aller ouvrir le rétropéritoine, mais d'aller tasser des compresses. Alors, les chirs vous expliqueront ça mieux que moi, mais c'est autour de la vessie, autour du rectum, et sur les vaisseaux dans leur partie sous-péritonéale. Ne surtout pas ouvrir le rétropéritoine, mais essayer de diminuer le saignement. Euh, ça marche plutôt moins bien qu'une artério, donc chez quel malade il faut le proposer? C'est à proposer chez le patient instable et qui a une FAST positive dans l'abdomen. En gros, votre chir va faire une laparodémostase et dans le même temps, comme vous avez une suspicion forte sur le bassin, il en profite pour paquer. Et ça ne se substitue pas à l'artério. Le malade, s'il est transportable après, vous l'emmenez en artério. Voilà, et la SFAR rappelle, j'ai pas remis cette littérature-là parce que c'est pas de la très grande qualité méthodologique, mais quand on a un bassin et une phase positive, du fait du piège de la vessie dont je vous parlais, de la suffusion du rétropéritoine, il faut vraiment une phase abdo positive dans les trois canaux. La fixation externe maintenant, donc à qui on peut proposer ça? Donc il y a deux types, hein, schématiquement, les fixateurs externes antérieurs et le plan de danse. L'intérêt par rapport à la ceinture, c'est qu'on va avoir, c'est plus facile s'il y a d'autres chirurgies à faire, et qu'on va pouvoir aussi l'utiliser, ça va être plus pratique pour le nursing, pour la phase un peu d'après, les premiers jours de réanimation. Mais par contre, le prix à payer, c'est que c'est beaucoup plus long à mettre en place. Pelvis Binder, c'est la ceinture. Cyclant, c'est le plus simple des deux, c'est celui-là. On voit que c'est beaucoup plus long à mettre en place. Et ça retrouve la même efficacité que la ceinture. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence retrouvée. Donc l'intérêt, en fait, c'est peut-être quand on n'arrive pas à desserrer la ceinture, probablement parce qu'il y a un saignement veineux, qu'on a fait l'artério et qu'on n'arrive pas à bien desserrer la ceinture après 24 heures pour ne pas garder cette ceinture, pour pouvoir commencer à nurser et pour avoir quelque chose de peut-être encore plus stable, il faut pouvoir proposer ces stratégies-là, en discutant évidemment avec le chirurgien orthopédique. Et enfin, le ballon intra-aortique, REBOA pour Resuscitation endovasculaire ballon. Vous entendrez ça, appeler ça REBOA, et le O et le A, c'est pour d'occlusion aortique. Et ça, on en entend beaucoup parler en France. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe qui est très persuadée de cette stratégie, qui est l'équipe de Montpellier, qui avait publié un premier papier, qui avait publié une étude en tout cas en 2018, qui revenait sur 20 ans de pratique. Et il y a eu une deuxième étude qui est parue là en 2025, l'équipe de Charby, je sais pas. Et en fait, même eux, alors qu'ils sont très croyants, ils en ont posé 32 en 20 ans. C'est un et demi par an. Ça semble, c'est du rétrospectif, c'est le niveau de preuve bas, hein. Ça semble montrer une aide dans le contrôle hémodynamique, mais juste sur des paramètres macrocirculatoires chez les plus graves, et au prix de complications vasculaires. C'est ce que dit la littérature du centre qui croit à fond en France. Malheureusement, il y a eu un autre centre qui a décidé de publier au Royaume-Uni, et c'est compliqué d'y croire aussi fort du coup. C'est un travail qui a été publié dans le JAMA en 2023. Et là, c'était deux groupes, des petits groupes certes, mais en randomisé. Il y en avait 43, donc des bassins avec un trauma grave, 43 qui vont avoir les soins courants, 46 qui vont avoir les soins courants, plus le REBOA. Il n'y avait pas de différence significative, pas de diminution de mortalité, mais plutôt quand on regarde le critère de jugement principal et tous les critères de jugement secondaire de safety, un signal vers un REBOA qui serait délétère, plus délétère que des soins courants sans REBOA. Donc, c'est pas pour autant que c'est un dispositif à jeter. On en a au CHU de Nantes. L'idée, c'est de le garder pour le patient moribond, intransportable, caricatural, quoi, qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter
Impossible à transporter. Évidemment, vous ne faites pas ça tout seul, hein, je crois qu'on en a posé deux depuis qu'on l'a. Spoil, les deux sont morts. Du coup, vous ne faites pas ça tout seul, vous faites ça avec le senior. Et même le senior, il faut penser à s'aider potentiellement d'un membre de l'équipe de Réa, parce que c'est des désilés qui sont communs avec les ECMO pardon, et les CRM pour le Maastricht 3. Donc, ils peuvent connaître ça mieux que nous. Et on peut se faire aider aussi des radiologues interventionnels. Comme m'a dit Arthur, oh, ben, je crois que c'est pas compliqué, c'est un truc, tu tires, tu coinces, tu tires, tu coinces, bon bref. Mais eux, au moins, ils ont l'habitude d'avoir des trucs pas compliqués, tu tires, tu coinces dans les gros WC. Et l'idée, c'est de l'utiliser pas pour le mettre et puis ah, ça va mieux. Non, on le garde gonflé 30 minutes maximum, grand maximum, et c'est le gonfler pour pouvoir emmener le patient en artériaux. C'est pour ça qu'il y a un sens de solliciter les radios, c'est que c'est lui qui va s'en occuper dans 20 minutes. Pardon, ah si, pardon. Ouais, ça on a déjà vu du coup. Et voilà, j'ai fini. Donc les infos à garder avant vos premières gardes au bloc des urgences sur les traumatismes du bassin. Donc c'est les traumatismes à mortalité élevée, on l'a dit, parce que c'est des traumatismes avec une cinétique importante. Donc en plus du saignement rétro-péritonéal, il va y avoir beaucoup de lésions traumatiques associées. C'est rare d'avoir un bassin grave seul. Un bassin grave, c'est souvent aussi un trauma crâne grave, ou aussi un abdomen ou un thorax grave, et donc par définition un patient complexe. Il faut savoir l'évoquer en préhospitalier et donc poser une ceinture dès qu'on va avoir un malade qui décrit une douleur spontanée ou un traumatisé, soit choqué, soit inconscient. C'est pour ça qu'on a beaucoup de ceintures pelviennes. Après, à nous de voir si elles sont bien positionnées comme on a vu. Le trauma de bassin grave, soit parce qu'il est ouvert, soit parce qu'il est en choc hémorragique, soit parce qu'une des lésions traumatiques associées est grave, il doit aller en trauma center de niveau 1. Il n'y a pas de sonde vésicale avant le scanner et la vue uro. Les deux traitements clés sont un, la ceinture pelvienne dès le préhospitalier, et deux, l'artériaux. On l'a vu soit ciblée, soit non ciblée. Elle peut être intéressante même s'il n'y a pas d'extravasation de produit de contraste au scanner. La fixation externe est à proposer par les orthopédistes si on n'arrive pas à enlever la ceinture après 24 heures. Et enfin, les deux traitements un peu de sauvetage qu'on utilise, je pense, moins d'une fois par an, c'est le packing pelvien si il y a une laparodémostase dans le même temps chez un malade qui a un trauma grave et un trauma bassin grave. Et le REBOA chez le patient moribond pour l'amener à l'artériau direct sans scanner. Voilà, j'ai fini.